Bonjour, vous êtes sur Tandem TV et nous avons un plaisir particulier, celui de recevoir Déborah Abisror de l'IEM. Elle est avec nous, c'est pour une élection très particulière, celle des Français de l'étranger, 8e circonscription. Déborah, bonjour. Bonjour, bonjour à vous deux et merci de me recevoir sur Tandem TV. 577 députés, dont 11 circonscriptions. Et sur ces 11 circonscriptions, il y a la 8e. La 8e, c'est Israël, c'est la Turquie, c'est la Grèce, c'est l'Italie. Ce que finalement, et j'en oublie bien sûr Malte et autres, Chypre, est-ce que finalement, quand on se présente à la 8e circonscription, on est conscient que la moitié des électeurs seront franco-israéliens? Complètement. Cette circonscription, enfin les circonscriptions des Français de l'étranger existent depuis 10 ans et l'élection s'est toujours jouée ici. Donc c'est une évidence que lorsqu'on se présente sur cette circonscription, c'est que les enjeux des franco-israéliens vous tiennent particulièrement à cœur. Sinon, vous vous présentez ailleurs. Vous avez trouvé les mots, vous avez su trouver les mots pour finalement être qualifié au second tour. Celui qui vous a devancé, c'est Meir Habib, le député sortant, mais finalement vous êtes à 170 voix d'écart. Qu'est-ce qui a fait la différence pour que d'abord vous soyez qualifié au second tour par rapport aux autres candidats? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous ayez cette confiance pour pouvoir aller au combat et peut-être gagner cette élection? Je pense que ce qui a fait la différence, c'est la proposition d'une nouvelle méthode. Je propose et sur Israël et sur le reste de la circonscription une méthode différente. Sur le reste de la circonscription, je propose déjà une représentation de la circonscription dans son ensemble, parce que je pense que la circonscription doit être représentée aussi dans le reste de la circonscription. Lorsque j'ai été à leur rencontre, il y a un vrai sentiment d'abandon au profit d'Israël, et malheureusement, ça donne parfois une mauvaise image d'Israël aussi. Donc je pense qu'il faut les représenter, ne pas leur donner ce sentiment d'abandon pour Israël. La deuxième chose, c'est pour Israël, je propose une nouvelle méthode. La nouvelle méthode, c'est de ramener cette circonscription dans la majorité. La ramener dans la majorité, pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans la majorité, on vous écoute. Grammaticalement parlant, c'est assez simple. Lorsque vous êtes dans l'opposition, vous faites partie de l'opposition, vos idées sont des idées d'opposition, et donc on considère que la majorité n'a pas à vous écouter. Lorsque vous êtes dans la majorité, on considère que la majorité doit vous entendre. Ça paraît simple comme ça, mais c'est une réalité. J'ai passé 5 ans au gouvernement, j'ai passé 5 ans à travailler pour le gouvernement, et j'ai vu comment fonctionne le travail entre les députés de la majorité et le gouvernement. J'ai vu aussi comment fonctionne le travail entre la majorité et les députés d'opposition. Et le bilan est là. Lorsque vous êtes un député de la majorité, vos amendements passent. Lorsque vous êtes un député de la majorité, vos propositions de loi passent. Lorsque vous êtes un député de la majorité, lorsqu'il y a une résolution de l'ONU qui arrive et dont on a la date une semaine à l'avance, et ben moi, ce que je propose, c'est d'aller toquer tous les jours, matin, midi et soir, auprès du ministère des Affaires étrangères, et de leur dire non, cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça, et de ne rien lâcher. Je propose, non pas de m'en plaindre après, mais de faire avant. Et ça, lorsque vous êtes un député de la majorité, vous pouvez le faire. Mais vous avez un parcours de combattante, d'abord auprès de l'Union des étudiants juifs européens, et puis à la direction du Bnei Brit Europe. Vous savez ce qu'est finalement défendre les idées, l'antisionisme, l'antisémitisme, vous savez ce que ça représente. Mais est-ce que vous avez aussi cette perception qu'il y a peut-être une incompréhension entre les franco-israéliens et les décisions qui sont prises justement et à l'Europe et malheureusement par la France? Bien sûr. Et moi-même, il y en a beaucoup que je ne comprends pas. Mais comme vous le dites, je suis une militante. C'est mon parcours de vie. Même lorsque j'étais au gouvernement, j'étais une militante. Le ministre pour lequel j'ai travaillé juste avant a pu s'en plaindre maintes et maintes fois lorsque je militais même au sein du cabinet. Mais pour militer et pour changer les choses, il faut être à l'intérieur.
Combien de fois pendant ces 5 années, je me suis rongé le frein en me disant mais j'aimerais que les choses soient faites de l'intérieur pour que ça change. Et c'est pour ça que je me présente ici aujourd'hui. Je me présente ici aujourd'hui parce que j'ai toute ma famille en Israël, parce que j'y ai moi-même vécu, parce que je l'ai dans le sang, je l'ai dans le cœur. Personne ne pourra remettre jamais en cause mon sionisme. Nul n'a le monopole du sionisme, nul ne peut remettre en cause mon sionisme. Et je pars du principe que il faut non pas se dire le porte-drapeau unique et seul du combat contre l'antisémitisme et du combat contre l'antisionisme, mais se faire des alliés. Et se faire des alliés de l'intérieur. Aller les chercher. Et ça, j'y crois profondément. Je l'ai vu le faire. Il y a une question qui me taraude quand même. Allez-y. Il n'y a pas de question tabou. On a eu des élections qui se sont organisées essentiellement voulues par Internet. Et nous savons quand même qu'on a une sociologie de la population franco-israélienne qui a sa part de retraités, qui aurait eu des difficultés pour aller voter sur Internet. Et on voit bien que finalement les chiffres, je crois, sont de l'ordre de 12%. Alors malheureusement, je vais vous contredire sur ce point. Et j'aimerais le rappeler à tous nos téléspectateurs. Entre 2017 et 2022, nous avons 18% de plus de participation en Israël. Ce qui veut dire que de 1, contrairement à ce que certains disent, Shavuot n'a pas eu l'impact que l'on croyait. Et que deuxièmement, contrairement aussi à ce que certains disent, s'il y a 2 semaines d'écart entre les 2 élections, ce n'est pas parce qu'on voulait nous empêcher de voter ou quoi que ce soit, c'est parce que le matériel électoral nécessite du temps pour arriver dans le reste du monde. Et que lorsque vous n'avez qu'une semaine entre les 2 tours pour savoir qui est au second tour, le matériel qui doit partir de France parce qu'il doit être validé électoralement n'a pas le temps d'arriver partout. Déjà, avec les 3 semaines, la moitié de l'Amérique du Sud n'a pas eu de bulletin de vote. Donc c'est la raison pour laquelle on a ces 2 semaines. Mais il faut le rappeler, il y a eu 18% de plus de participation qu'en 2017 en Israël. Je pense très sincèrement que si le taux de participation est bas, c'est le cas dans toutes les circonscriptions de binationaux, c'est que les expatriés votent plus que les binationaux qui considèrent, comme beaucoup que je peux entendre très sincèrement, qui disent je suis partie de France, donc je n'ai pas à avoir un impact sur la politique française. Moi, ce que je leur réponds, c'est totalement louable, je l'entends totalement, mais cette position, elle existe. Et donc, si vous ne votez pas, il y aura quelqu'un qui vous représentera, malgré vous, parfois. Voilà. C'est en effet ce que vous avez amené, la sociologie de l'électorat franco-israélien, qui correspond à plus de la moitié des inscrits, en tout cas des inscrits sur les listes électorales pour la 8e circonscription. Comment on arrive à faire campagne face à quelqu'un qui a absorber l'essentiel du discours sioniste dans cette circonscription qui est particulière? On rappelle que les franco-israéliens, que ce soit expatriés ou que ce soit binationaux, sont venus par idéologie. Ça n'est pas de l'expatriation économique, loin de là. On comprend largement les raisons pour lesquelles une bonne partie des Juifs de France ont envisagé à un moment de faire leur alia, et ceux qui l'ont fait l'ont assumé. Comment on arrive à se positionner quand on est candidate de la majorité face à quelqu'un qui a incarné quelque chose d'au-delà des partis en termes de sionisme politique et qui l'a amené à l'Assemblée nationale avec, bon an, mal an, un discours plutôt virulent? Comment on se positionne? Alors, on se positionne de 2 façons. Déjà, de 1, comme je l'ai dit auparavant, nul n'a le monopole du discours sioniste. Et il y a méthode et méthode. Moi, je pense que Meir Habib, comme moi, on porte les mêmes combats. Nous avons tous les deux un passé sioniste et un passé militant. Et quand certains me prêtent des allégeances islamo-gauchistes ou des allégeances à Corbyn, alors que j'ai moi-même organisé des manifestations contre ce Corbyn et que je ne cesserai de combattre ce genre de choses, voilà. Donc nous avons ce socle commun, mais nous avons la méthode qui diffère. Ça, c'est la première chose. Je pense que les discours, c'est bien, mais les discours a posteriori, c'est peu utile. Il faut le faire en amont. Et si on ne réussit pas en amont, si on ne réussit pas le travail, alors oui, on gueule. Et clairement, vous pouvez compter sur moi pour gueuler. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, j'essaierai d'avoir fait le travail en amont. La deuxième chose, on propose autre chose. Lorsqu'on fait son alia, certes, on le fait
pour des questions d'idéologie, pour des questions de sionisme, pour des questions parfois de peur, pour plein de raisons. Mais il n'en reste pas moins que pour beaucoup, il reste des attaches, qu'elles soient des attaches par rapport à votre retraite ou par rapport à votre sécurité sociale ou de la famille qui reste en France. Et sur ce point, le bilan est maigre, malheureusement, parce qu'il est député de l'opposition. Et donc, de fait, dans l'opposition, les choses, elles ne sont pas votées par la majorité. Et donc, moi, je propose d'avancer. Je propose notamment, par exemple, lorsque les députés de la majorité ont voté le fait que quelqu'un qui a cotisé en France plus de 15 ans garde sa carte vitale à vie parce que la cotisation suffit à pallier à son départ. Ça, c'est une proposition des députés de la majorité. Et je regrette que le député de l'opposition sortant aujourd'hui sur cette circonscription ait voté contre. Je propose notamment qu'il y ait dans le paquet fiscal du prochain quinquennat le fait que la résidence que vous avez gardée en France soit une résidence de repli et non une résidence secondaire et que vous ne payez plus d'imposition là-dessus. Pour ça, il faut être dans la majorité. Parce que si vous le proposez dans l'opposition, ça ne fonctionnera pas. Voilà, c'est des choses comme ça qui fait qu'un député de les Français de l'étranger, il faut le rappeler malgré le fait que sur cette circonscription, on oublie finalement l'utilité principale d'un député. Un député, ça vote la loi. Et ça propose des amendements dans la loi. Et le résultat est qu'en 5 ans, le député sortant n'a eu que 2 amendements proposés qui sont passés. Quand un député d'une autre circonscription des Français de l'étranger en a 43. Moi, je propose d'amener à cette circonscription la possibilité d'avoir plus de 40 amendements qui passent pour eux. Et pour ça, il faut être dans la majorité. L'autre chose, on oublie aussi, c'est que les Français de l'étranger ici regardent avec angoisse la montée de Mélenchon et la montée de NUPES. Aujourd'hui, sur le terrain, il n'y a que la majorité, il n'y a que la majorité présidentielle qui se bat contre NUPES et qui peut être le rempart à Mélenchon en tant que Premier ministre. Et quand j'entends des maires comme Geoffroy Boulard, qui est maire du 17e arrondissement de Paris, qui aujourd'hui, à la radio, qui fait partie de la coalition du député sortant ici, nous dire que choisir entre Macron et Mélenchon, c'est la peste et le choléra, il y a un vrai manque de responsabilité. Parce que si on veut combattre Mélenchon, ça va se jouer à 5 sièges près, peut-être, malheureusement. Et il faut que ce siège-là, il soit dans la majorité et pas dans l'opposition, si on veut combattre Mélenchon. Alors ça apparaît clair, cette stratégie d'utiliser au maximum la possibilité que confère une majorité aux législatives. C'est l'agenda de la Ve République tel qu'il a été fait depuis le quinquennat. On a une élection présidentielle et une élection législative pour sécuriser en quelque sorte la stabilité politique du pays. Il y a un pendant à ça par rapport à la possibilité de faire partie de la majorité, c'est le fait d'avaler quelques couleuvres par rapport à la discipline parlementaire. On l'a en Israël, des règles de discipline parlementaire. Elles existent également à l'Assemblée nationale. Si demain, la majorité veut faire passer, que ce soit sur le plan de la politique étrangère ou que ce soit sur le plan tout simplement des relations avec les Français de l'étranger, une couleuvre, quelque chose qui irait à l'encontre de votre électorat, est-ce que vous allez suivre la discipline parlementaire ou est-ce que vous irez vers les intérêts de vos administrés? On a la chance d'être filmé aujourd'hui, donc je le dis devant une caméra. Vous pourrez garder cette capsule pendant mes 5 ans si je suis élue. Je n'irai jamais à l'encontre d'Israël et je n'irai jamais à l'encontre des intérêts qui peuvent concerner les Juifs, qu'ils soient en France ou qu'ils soient ici. Vous comprenez pourquoi la question est importante? Et je le répète et je l'ai dit devant une caméra. Oui, il faut parfois faire des compromis sur certaines choses. Je saurais en faire sur certaines choses qui parfois ne pourront ne pas me tenir à cœur. Mais ce ne sera jamais ni sur Israël, ni sur les Juifs, qu'ils soient en France ou qu'ils soient en Israël. C'est enregistré, vous pouvez le garder pendant les 5 prochaines années. Vous comprenez bien ici que vous avez quelque chose, on parlait justement de votre... Mais la différence, par contre, si je puis me permettre, c'est que si je vais à l'encontre, je ne serai pas une députée de l'opposition qui va à l'encontre et on fera... Je serai une députée d'une majorité, j'en emmènerai 15 avec moi parce que j'ai appris dans mon passé militant à rallier derrière moi, qui diront « elle a raison, elle a raison ». Et quand vous en avez 15, 20 qui suivent un député de la majorité, on ne traite pas le sujet de la même manière. Mais vous avez conscience que finalement, il y a
deux choses que les franco-israéliens ont compris. C'est qu'on peut être très pragmatique dans les relations franco-israéliennes, en termes de défense, en termes de sécurité, en termes d'économie, en termes de culture, mais que ça se traduit pas nécessairement vers cet amour charnel qui reste encore très présent chez les franco-israéliens d'Israël. Cette sociologie très particulière qui comme un citoyen en France, oui. Donc c'est quelque chose de très particulier. Et finalement, pour incarner ce retour en mariage avec la France, qu'est-ce que vous proposez? Je propose justement de ramener cette circonscription et de ramener ces citoyens franco-israéliens vers la majorité, c'est-à-dire qu'ils se fassent représenter dans une majorité. Ça paraît une répétition du mot, mais pourquoi avons-nous besoin de nous isoler? Pourquoi avons-nous besoin, ce besoin permanent d'être dans le côté, le bas-côté? Non. Pourquoi ne nous mettons-nous pas avec l'ensemble pour que l'ensemble rejoigne nos idées? J'y crois sincèrement. Lorsque je militais à l'Union des étudiants juifs européens, que l'on faisait des voyages de la mémoire et qu'on emmenait des étudiants non juifs, c'est ça faire de la hasbara sur nos sujets. Le problème, c'est que lorsque vous êtes dans l'opposition, la hasbara, elle n'est pas possible. Elle l'est pas en fait. Et moi, je veux le faire. Je veux ramener mes collègues de la majorité vers nous, leur montrer qu'Israël, c'est la Startup Nation, leur montrer qu'Israël, c'est l'innovation en termes d'écologie, qu'Israël, c'est l'innovation en termes de tellement de choses, de médecine, de plein de choses. Pourquoi on ne doit amener, lorsqu'on regarde les voyages des 5 dernières années des députés qui sont venus, on n'a pratiquement que des députés d'opposition. Avant, quand on avait Élise Flagellès, elle emmenait quelques députés de la majorité, mais c'est tout. Eh ben non, on peut en emmener 50, on peut en emmener 70, on peut en emmener 100. On peut montrer les choses, on peut changer la vision des choses. Israël, ce n'est pas que la guerre dans la tête des gens. Ça doit être tout ce qui fait la fierté et la richesse d'Israël, cette magnifique démocratie qu'on ne montre pas assez. Alors c'est étrange parce que à vous entendre, je dirais que ce discours devrait être celui d'un franco-israélien s'adressant justement à un citoyen responsable de politique français et lui dire mais nous avons une singularité, certes, mais dans le même temps il y a quelque chose qui ressemble un peu, je vais oser dire le mot, de trahison sur justement ce lien charnel que les franco-israéliens persistent à vouloir préserver. Quand vous parlez d'un discours franco-israélien, j'ai toute ma famille qui vit ici, donc de fait, je veux dire, mon père était au lycée français de Jérusalem, on a baigné dedans depuis qu'on y est né, jusqu'à venir ici et que ma sœur fasse l'armée et que mes neveux soient encore à l'armée. Donc évidemment qu'il y a ce discours qui est comme ça. Mais est-ce qu'il n'est pas beaucoup plus beau à entendre dans un groupe de 200 personnes et de les ramener à nous que dans un groupe de 15 et d'être raillé par le groupe de 200? Je vous le demande. Je crois au fait que plus on s'ouvrira et plus on montrera à un plus grand nombre à quel point ce pays est magnifique, à quel point il a le droit de se défendre, à quel point il se défend pour de raisons et pour de magnifiques valeurs, qu'on y arrivera. Et vous pensez trouver un écho au sein de la majorité? Juste pour une remarque, hein, la majorité telle qu'elle est constituée actuellement au sein de La République En Marche, on a l'impression qu'elle est traversée par des courants extrêmement divergents. À la fois parce que c'est la politique française, des partis de droite vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis de pas mal d'autres sujets ont été extrêmement critiques au sein même de leur parti, mais c'est particulier à La République En Marche parce que c'est quand même un nouveau parti, malgré tout. Il n'a pas l'existence... Plus tant que ça, mais il n'a pas l'existence des pôles qui existaient avant Emmanuel Macron, hein. Parti socialiste d'un côté et le parti gaulliste, on va dire, de la droite, l'équivalent du RPR, UMP et ensuite les Républicains. On a des tendances fortement sionistes. Je pense à des gens comme Aurore Berger, je pense à des gens comme Gabriel Attal, je pense des gens qui n'ont jamais caché à un quelconque moment leur attachement vis-à-vis d'Israël. On a des faits
une augmentation de la collaboration militaire, une augmentation du partenariat économique, notamment dans le numérique. Et de l'autre côté, on a des gens comme Richard Ferrand, on a des gens comme Aurélien Taché, on a énormément... Aurélien Taché, il est chez NUPES. Hein. Il est parti, oui, mais Lui, il a dérivé il y a il a longtemps. dérivé il y a longtemps. Mais à la base, il est parti quand même. Alors, je vais vous répondre très simplement. Évidemment, c'est un parti qui a plein de courants, c'est un parti qui est large. Nous, on a un parti de 300 avec des courants différents, comme vous le disiez, Gabriel Attal, Aurore Berger, on a réussi ensemble à convaincre beaucoup de notre majorité sur plein de choses. On a quand même le premier président, ça fait quand même 25 ans qu'on le demande, qui rentre l'antisionisme dans la loi. Comme une forme d'antisémitisme. Il ne faut pas l'oublier, 2019, ça fait depuis 2003 qu'on le demande, depuis la seconde intifada. On a un président qui dit Jérusalem est la capitale éternelle des Juifs. Personne ne l'a jamais dit. Mais on a un grand groupe avec des courants différents. Moi, je préfère avoir un grand groupe avec des courants différents qu'un petit groupe de 15 avec un président qui a embauché la compagne du gang des barbares et d'y rester. Très honnêtement, voilà, j'ai fait mon choix. À 15, faire ce choix, c'est une chose. À 300, je préfère me dire que dans mon groupe de 300, il y en a 30 au moins qui ont mes idées et que je peux emmener avec moi. Ça ne sera que le double du groupe de 15 d'en face. Sauf que la charge est plus lourde, hein. Et il y a l'Union européenne. Et là, justement, il préside le Conseil de l'Union européenne. Finalement, est-ce que c'était pas le moment pour lui, compte tenu de certains enjeux diplomatiques, et finalement aussi on en parlait tout à l'heure, peut-être seulement par pragmatisme, mais des relations très fortes qu'il y a dans les domaines qu'a cité Benjamin, que sont effectivement le numérique. Je parlais de défense, c'était pas le moment de parler, de remettre sur la table peut-être l'idée de la francophonie, de la reconnaissance d'Israël. Alors, ça fait partie de mon programme, c'est quelque chose d'extrêmement important. Après, très honnêtement, je ne vous agresse absolument pas, mais c'est une méconnaissance de l'institution en l'occurrence, puisque la francophonie ne se joue pas à l'Union européenne, et en l'occurrence absolument pas au niveau de la présidence de la France. C'est au niveau de l'UNESCO. Donc je dois préciser. Okay. C'est bien évidemment, on sait très bien que à l'UNESCO, l'influence de la France est forte. D'abord parce que le siège est à Paris, mais qu'aussi il y a des liens très particuliers avec la directrice générale d'aujourd'hui. Bien sûr. Le fait est que Audrey Azoulay et moi, nous nous connaissons bien puisque nous partageons la même famille, donc on se connaît bien sur ce point-là. Le fait est que les votes à la francophonie, c'est quand même très spécifique. Pour rentrer dans la francophonie, il faut gagner 3 fois le vote. Le 3e doit être à l'unanimité. Ça se fait au sein de l'UNESCO. C'est quelque chose que je veux porter, c'est quelque chose sur lequel je veux travailler, mais ça prendra des années. Et c'est clairement pas le moment de la présidence de la France à l'Union européenne. Il faut quand même rappeler aussi que cette présidence a été complètement balayée, entre guillemets, par la guerre en Ukraine. Lorsque vous regardez toutes les prévisions que nous avions, notamment en termes d'écologie sur le paquet carbone, en termes de l'Organisation mondiale de la santé, de complètement remettre tout à plat, etc., on s'est retrouvé phagocyté par la guerre en Ukraine sur absolument tout. Et c'est dommage parce que la France avait des ambitions qui étaient fortes. Ce qui me rassure, c'est de me dire que la présidence de la Suède arrive bientôt et que la Suède est quand même un pays qui est en avance sur ces sujets-là, donc ils vont reprendre nos ambitions. Mais la présidence de la France là-dessus, malheureusement, la guerre a tout balayé, quoi. Et alors, si elle a tout balayé, elle n'a quand même pas balayer en tous les cas les promesses qu'a fait le président à plusieurs reprises sur rapprocher les pays d'Israël, vouloir organiser des conférences, on l'a entendu souvent. Finalement, il semblerait que la France ne soit pas autant présente que cela dans le cadre des accords d'Abraham. Et là, il semblerait qu'il y ait un petit peu une carence diplomatique. Alors, et ce qui m'inquiète, et je terminerai avec cela, le corps diplomatique, donc qui malheureusement va disparaître, malheureusement. peut-être,
malheureusement, Un le corps diplomatique. franco-israélien, ça paraît bizarre. Oui, alors je vous explique, le corps diplomatique, c'est pas simplement finalement que ces gens qui sont des subordonnés du Quai d'Orsay et Entièrement d'accord. d'une politique du Quai d'Orsay. Ce sont des gens qui sont rompus et parfois avec certains d'entre eux et on a connu des ambassadeurs de France, on a connu des diplomates qui ont été très 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 actifs pour justement encourager les relations franco-israéliennes, les relations bilatérales. Donc là, il semblerait que ce soit des hauts fonctionnaires de l'État qui prennent leur place. Et est-ce que finalement on n'est pas Je vais voilà, d'abord à rater minimiser. peut-être Non, je vais minimiser déjà le sujet. On est en 2022. Il y a eu les dernières entrées des diplomates en 2021. Donc, avant que le corps diplomatique disparaisse, vous et moi ne serons plus de ce monde. Déjà, premièrement, il faut quand même le rappeler. Deuxièmement, je pense que ce n'est pas, c'est exactement comme le corps de l'ENA, ce n'est pas une fin d'un corps, c'est une revoyance d'un corps. Si j'ai un profond respect pour la diplomatie et leur fonctionnement, je pense qu'une ouverture parfois à des profils un peu plus de la société civile ne ferait pas de mal dans certains pays. Nous avons la chance, je le pense très sincèrement actuellement, d'avoir un excellent ambassadeur de France ici. Nous avons la chance d'avoir d'excellents ambassadeurs dans d'autres pays. Il y a des pays, on peut revoir les choses sur des profils un peu plus société civile. Donc je pense que le but de cette réforme, elle est là, exactement comme elle est là. Sur les conférences, je vous rappelle juste que Emmanuel Macron a parlé de conférences sur notre territoire moyen-oriental et les accords d'Abraham pour 2020-2021. Je crois qu'on sait tout ce qui s'est passé en 2020-2021, ni les conférences, ni les lieux de vivre ensemble étaient possibles. On a tous vécu un Covid, on va tous vivre des crises liées à la guerre ensuite, etc. Je pense très sincèrement que le président de la République aujourd'hui doit s'atteler aussi à ce qu'il se passe en national, que ce soit sur le pouvoir d'achat ou sur les risques de l'extrême gauche qui prennent de l'ampleur, plutôt que de s'occuper de quelque chose dont Israël s'occupe plutôt bien en ce moment, puisque nous voyons quand même une ambassade qui s'ouvre à Abu Dhabi, nous voyons des liens avec le Maroc qui sont très forts. Israël a réussi ce pari auquel personne ne croyait, et on peut en être très fier. Justement, c'était l'occasion ou jamais de vouloir, sinon parce qu'on a vu que des accords de coopération ont été mis en place avec le Maroc, que des accords de libre-échange ont été mis en place avec Abu Dhabi. Finalement, connaissant les relations très particulières Mais très honnêtement, vous attendiez quoi de lui, là? Peut-être qu'il y ait une présence, mais il y avait une présence. pas davantage engagée que ce soit. Il y avait une présence qui était une présence de représentation de l'État. Vous ne pouvez pas demander à un président du G7, en pleine présidence à l'Union européenne, de venir sur des accords spécifiques bilatéraux entre des pays, alors que la France a déjà des accords avec Israël, déjà des accords avec le Maroc et déjà des accords avec Abu Dhabi. J'aime Israël, à un point inimaginable, mais on ne peut pas considérer que tout tourne autour de nous en permanence. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'était des accords bilatéraux entre les pays. Il y avait une représentation française parce que ces accords sont salués, mais ce n'est pas la place d'un autre chef d'État qui n'a rien à signer. Enfin, ce n'est ni le protocole, ni la volonté des autres États. Si vous avez un président du G7 qui vient sur un accord bilatéral entre deux pays, les deux pays ils disparaissent de la photo. Ce n'est pas le but. Est-ce que vous pensez franchement qu'aujourd'hui la diplomatie est bilatérale? Non, elle est tout le temps multilatérale. Évidemment, mais là on parle d'accords bilatéraux à des moments bilatéraux. Donc voilà, et les événements qui devaient avoir lieu en 2020. Je pense que le sujet est clos, très honnêtement. Alors, une question un peu personnelle. On sait que c'est souvent sous l'impulsion du chef de la majorité ou même d'autres voix qu'on attribue les présences dans les commissions parlementaires. À titre personnel, chaque député a quand même le droit d'émettre un vœu, un souhait. Vers quelle commission vous vous orienteriez si vous êtes élu?
Affaires étrangères. Affaires étrangères? Évidemment. Si on veut défendre les intérêts, que ce soit d'Israël, que ce soit de l'Italie, ou que ce soit de la Grèce ou de la Turquie, évidemment qu'il faut être aux commissions des affaires étrangères. Après, j'aurai un œil très très particulier sur deux autres commissions, qui sont la commission des affaires sociales et la commission sur l'économie et sur tous ces sujets-là, parce que je ne lâcherai rien sur la fiscalité et sur les droits sociaux, ça c'est clair. Et venant du ministère de la Santé, j'ai quand même mon bagage sur le sujet, je ne lâcherai rien. Et sur la fiscale, ils pourront compter sur moi au banc tout le temps. Une des questions principales du public franco-israélien. On a des gens qui ont fait l'ALI à Boeing, on a des gens qui ont encore leur entreprise en France. Inversement, on commence à avoir des Israéliens qui montent des entreprises en France. C'est anodin. Enfin, il y a une façade dans le monde des restaurants parisiens. C'est peut-être la partie la plus typique ou la plus atypique, justement, qu'on voit. Mais il y a énormément il y a le salon d'Eurosatori actuellement. Bien sûr. Eurosatori, il y a une surreprésentation du secteur israélien, mais installé en France, des entreprises qui bénéficient également de l'aide française sous certaines mesures. Est-ce que vous, dans le cadre de ces commissions, vous allez favoriser l'interpénétration des tissus économiques? Alors, dans mon programme, il y a 2 points là-dessus. C'est de travailler de rentrer les auto-entrepreneurs et ce qu'on appelle les nomads jobs, donc ces jobs inter-pays, dans la convention fiscale bilatérale entre la France et Israël. On l'a fait dans la convention fiscale entre la France et la Grèce. Il reste à le faire dans la convention fiscale avec l'Italie et avec Israël. Donc ça, clairement, c'est dans les priorités. Donc ça favorisera... Ça mettrait Israël sur le même plan de considération que des pays de l'Union européenne. Exactement. En termes de... Exactement. On l'a fait avec... Alors, tous les pays de l'Union européenne ne sont pas traités de la même manière. Il y a des conventions fiscales à chaque fois différentes. Je vous ai pris l'exemple de l'Italie. Donc l'Italie n'est pas sur le même plan fiscal que la Grèce, avec lequel on a signé une convention la semaine dernière, ça fait 2 ans qu'ils l'attendaient, une convention bilatérale franco-hellénique. Donc chaque pays a des conventions bilatérales sur des petits points de fiscalité. Donc ça, clairement, c'est dans mon programme, ce sera l'une des priorités. Donc ça favorisera. Et ensuite, c'est pas uniquement en tant que député, vous favorisez dans la loi et dans les conventions bilatérales, mais il y a aussi favoriser en montrant les entreprises et en montrant ce savoir-faire israélien en France et vice-versa. Je regrette très sincèrement qu'il n'y ait pas plus de start-up et d'acteurs du secteur de l'Horeca ou d'autres secteurs israéliens en France qui soient présents à l'Assemblée nationale. Lorsque je suis invitée par des députés à goûter des produits du Tarn ou des produits d'Occitanie, eh ben, il faut qu'on fasse pareil. Mais je ferai la même chose avec les produits italiens ou avec les produits turcs. Mais c'est important parce que on dit tout le temps, on entend en France, le falafel, c'est libanais. Le houmous, c'est libanais. Bah, pas que, en fait. C'est aussi nous. On a gagné je ne sais combien de prix de houmous. Et ben, il faut le montrer. Voilà, ça paraît complètement débile et anodin, mais ça l'est pas. Parce que vous faites découvrir la culture d'un pays. C'est une forme d'asbara qui est très importante. Vous avez décidé d'ouvrir de façon bimensuelle ou bi-hebdomadaire, enfin en tous les cas... Non, de façon hebdomadaire. Hebdomadaire. Hebdomadaire, 1 fois par semaine. 1 fois par semaine, donc d'être présente sur le terrain. Alors, pas uniquement moi, mes collaborateurs. Je veux un collaborateur ici à mi-temps, je veux un collaborateur à mi-temps sur le reste de la circonscription. Et 1 fois par semaine, en Israël, avec des lieux différents sur les villes pour que celui d'Ashdod, la personne qui vit à Netanya, la personne qui vit à Tel Aviv, à Jérusalem ne se sentent pas lésés, soient reçus sur tous leurs sujets qui concernent les sujets franco-français, les sujets en rapport avec la France et Israël, que ce soit leur retraite, que ce soit leur feuille d'imposition, leur CSG, CRDS, tout et n'importe quoi qui les concerne et qui concerne notre mandat, 1 fois par semaine, dans des villes différentes. Donc dans une rencontre
finalement, où il peut y avoir synergie entre la France et Israël, et finalement aussi peut-être ce que j'appelais tout à l'heure le lien charnel, ranimer un petit peu cette flamme Bien sûr. qui semble manquer. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, dans mon programme, il y a aussi l'ouverture d'un bureau fiscal des Français de l'étranger. C'est le programme de tous les députés des Français de l'étranger qui ont déjà, je l'avoue, travaillé pendant le quinquennat précédent, ceux de la majorité, sur le sujet. On est sur le point de l'avoir. On espère avoir la majorité au Parlement pour pouvoir y accéder. Aujourd'hui, lorsque vous parlez à 6 Français en Israël, vous leur dites où est-ce que votre caisse des retraites est. Il y en a un, il sera à Châteauroux, l'autre il va être dans l'Ora, l'autre il va être à Nantes. Il faut un bureau. Il faut que tous ces ETP, donc ces équivalents temps plein, donc ces postes qui sont pris dans ces différentes caisses de retraite, soient mis dans une seule, et que cette seule-là soit uniquement pour les Français de l'étranger, qu'on ait une véritable compréhension de nos problèmes et qu'il y ait une véritable écoute. C'est indispensable. Il y a une question qui est particulièrement épineuse et peut-être symptomatique, parce qu'on a évoqué beaucoup l'augmentation du volume de la collaboration franco-israélienne dans des domaines très tangibles. Et il reste quand même une pierre d'achoppement générale qui est issue de la diplomatie française, mais qui tient à cœur de tous les franco-israéliens. C'est Jérusalem. Jérusalem sur pas mal de sujets. Il y a déjà la présence du consulat français à Jérusalem qui mène une politique parallèle, et c'est l'avis de tous les franco-israéliens, quels qu'ils soient. Et il y a une question plus géographique et pratique qui, en France, est devenue une affaire judiciaire, c'est celle du tombeau des rois. Comment, je sais que c'est pas du domaine du législatif, donc on ne peut pas exiger tout du législatif, mais néanmoins on attend du futur ou de la future députée de la 8e circonscription qui porte ces affaires-là, ne serait-ce que pour clarification. Quelle est votre position, vous, sur cette affaire spécifique et sur la diplomatie parallèle à Jérusalem en tant que ville à part? Vous me demandez comment je vois Jérusalem comme la capitale d'Israël. C'est une évidence. Voilà. Maintenant, je pense deux choses. Je pense que de un, ceux qui vous diront « avec moi, ce sera la capitale d'Israël », c'est faux, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas du législatif, c'est de la diplomatie. Et que sur ce sujet, il faut avancer avec l'Union européenne. Parce que tout seul, on n'y arrivera pas. De deux, si on veut convaincre à un moment donné nos dirigeants, notre président et les personnes qui décident, il faut être à l'intérieur. Je ne dis pas que dans 5 ans, j'arriverai à ce que Jérusalem soit la capitale. Ce serait mentir que de dire que j'y arriverai, que j'en suis certaine et que c'est une promesse. Parce que je n'aime pas faire de fausses promesses, je préfère dire la vérité. Par contre, je pense que très sincèrement, quand c'est dit depuis 10 ans par l'opposition, c'est considéré comme une idée d'opposition. C'est un fait. Et que quand c'est infusé de l'intérieur, on peut peut-être un peu plus l'entendre. Mais vous ne croyez pas que justement cet affichage récent de Catherine Colonna avec Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, et où malheureusement la sémantique est revenue un petit peu incidemment comme dans... Je vais être très honnête avec vous. De la même manière que l'Allemagne, qui est un pays quand même très très pro-israélien, de la même manière que les États-Unis, tout ministre des Affaires étrangères parlera avec les deux côtés. C'est une évidence. Si vous croyez que l'Allemagne ne parle pas avec Mahmoud Abbas, vous vous trompez. Si vous croyez que les États-Unis ne parlent pas avec Mahmoud Abbas, vous vous trompez. Donc la ministre des Affaires étrangères actuelle, qui n'était pas lorsqu'elle lui a parlé, ne lui parlera pas, ce serait se mentir. Enfin, arrêtons de croire que c'est blanc ou noir. On passe notre vie à expliquer que le conflit israélo-palestinien et que ce qui se passe en Israël n'est ni blanc ni noir, il est gris avec des milliers de nuances et que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et ayons l'intelligence qu'on leur demande de voir que dans l'autre sens, il n'y aura jamais un tout noir ou tout blanc. Mais être dans l'opposition pour dire c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, je suis pas content, je suis pas content. Et je crois que vous avez fait semblant de ne pas comprendre que je parlais bien évidemment de la sémantique qui a été utilisée. La sémantique qui a été utilisée quand on parle de colonisation,
quand on parle, finalement, on n'est pas loin Vous m'excuserez, mais je ne parlerai de Catherine Colonna et de ce qu'elle dit uniquement en tant que ministre des Affaires étrangères. Je ne parlerai pas des personnes dans une fonction avant qu'ils le soient. Je pense que ça n'a réellement ni d'intérêt ni de poids parce que lorsque vous êtes dans une fonction, vous avez une responsabilité que vous n'avez pas avant. Voilà. Et je la jugerai sur ce qu'elle dit lorsqu'elle est ministre des Affaires étrangères. Et si elle va à l'encontre de ce que je pense sur Israël ou sur le conflit israélo-palestinien, je le lui dirai. Et je le dirai. L'avantage C'est- que vous ne cessez de répéter, c'est celui que vous pourrez peut-être le dire avant, d'anticiper les choses. Et puis moi, je le dirai dans un bureau de ministre. Je le dirai pas uniquement aux gens qui sont d'accord avec moi. Et ça, je pense que ça fait la différence. Si, comme vos vœux se réalisent, vous arrivez à la commission des affaires étrangères, évidemment, on a un long temps avant que le corps diplomatique tel qu'on le connaît évolue, dans sa conception du monde, dans sa composition professionnelle, mais il y a énormément d'initiatives du côté de la commission de la défense, qui elles sont plutôt Bien sûr. pro-israéliennes. C'est un secret de polichinelle que les soldats des forces spéciales françaises Bien sûr. viennent s'entraîner en Israël régulièrement et que les soldats israéliens, notamment les aviateurs, vont en Corse, à Solenzara et dans d'autres endroits. Est-ce que vous continuerez, alors que vous êtes également représentante des Français de Turquie, à soutenir cet aspect-là face à une Turquie qui devient menaçante, non seulement vis-à-vis d'Israël, mais comme on l'a vu en 2020 et en 2021, vis-à-vis des intérêts français en Méditerranée? Je ne pense pas que tous les franco-turcs soient d'accord avec la politique turque actuelle, que les choses soient claires. Maintenant, si vous me demandez de faire un choix, je pense que, évidemment, j'irai du côté israélien. La question, elle se pose. Je veux juste vous contredire sur la politique franco-turque. non, L'immense je parle- majorité des franco-turcs et des gens français qui résident en Turquie et qui sont binationaux soutiennent, plus que la population turque elle-même, Erdogan. Je suis d'accord avec vous sur une partie, je suis moins d'accord avec vous sur une autre partie. Je les ai rencontrés, hein. Je suis allée en Turquie, j'ai discuté avec eux, on a eu cette discussion et on a eu les mêmes discussions qu'on a en ce moment, vous et moi, sur justement cette ambivalence dans cette circonscription sur ces deux points. Il est d'une évidence pour moi, mais ne serait-ce pas uniquement pour les intérêts d'Israël, mais pour les intérêts de la France aussi, que les accords avec Israël sur la défense sont bien plus importants et bien plus forts et bien plus démocratiques. Ça, c'est une chose. Pardon, juste petit rappel, la France appartient à la même structure militaire que la Turquie. Je le sais, mais aujourd'hui, on accentue nos accords avec Israël et je pense que c'est très important, et pour Israël et pour la France. Donc là, j'ai été très claire et je vous ai répondu très clairement. Je pense que les franco-turcs ont aussi besoin déjà d'une représentation, parce qu'ils n'en ont pas, et de deux, ils ont aussi besoin d'une représentation sur tous les autres sujets. Donc, ils n'ont pas cette velléité qu'ont souvent les Français de l'étranger en Israël, d'avoir une représentation qui joue aussi sur la politique israélienne vis-à-vis de la France. Les Français de l'étranger sur le reste de la circonscription, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les représente en tant que Français de l'étranger. C'est-à-dire qu'on s'occupe de leurs sujets de Français de l'étranger. Depuis que je suis en campagne de plus de 3 semaines, j'ai traité plus de dossiers de Turcs et d'Italiens sur leur sécurité sociale, etc., que je n'en ai traité lorsque j'étais au ministère pendant 1 mois. Donc, ils ont besoin qu'on les traite comme des Français de l'étranger, d'une circonscription, par leurs députés. Il y a un point qui paraît évident et qui a finalement été mis en lumière par Benjamin, c'est celui qu'on est député de cette 8e circonscription avec des pays, ça a été dit, avec des intérêts parfois divergents. Pensez-vous qu'il soit possible pour une députée de la 8e circonscription qui aurait les moyens que vous dites, celle d'une majorité derrière elle, de pouvoir créer une vraie synergie entre ces pays-là? Moi, je vais vous donner un véritable exemple qui compte beaucoup pour moi. Les 2 premières années de mon passage au gouvernement étaient au ministère de l'écologie. Je suis une écolo convaincue, pragmatique mais convaincue. Et, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais l'une des industries les plus polluantes au monde, c'est l'industrie du textile,
qui pollue à 360, c'est-à-dire qu'elle pollue des solvants qu'elle déverse dans les eaux, à l'électricité qu'elle utilise dans ses usines, au fast fashion, etc. Le pays qui importe le plus, c'est l'Italie. Le pays qui exporte le plus, c'est la Turquie. Et le pays qui a le plus de solutions innovantes sur cette dépollution, c'est Israël. On peut faire de cette circonscription une circonscription modèle et un enjeu majeur sur ces sujets-là. Et montrer que cette circonscription, elle peut avoir du sens au-delà des sujets uniquement géopolitiques. C'est un exemple parmi d'autres. Je veux amener des startups israéliennes sur le reste de la circonscription, sur plein de sujets, notamment la télémédecine, notamment l'hydrogène, parce que c'est un des pays les plus moteurs au monde sur ces sujets-là. L'Italie a grandement à apprendre à beaucoup de pays sur la circonscription, sur sa façon aujourd'hui de polluer moins dans la fashion, etc. Israël, malheureusement, et je le dis devant vos caméras, a quand même beaucoup à apprendre sur sa gestion des déchets et sur sa gestion de la pollution de l'air, que beaucoup de pays du reste de la circonscription peuvent apprendre, et notamment aussi la France. J'ai eu la chance et l'honneur de faire passer au Parlement français, avec Brune Poirson, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. On est le premier pays d'Europe à interdire les plastiques, à travailler sur les océans, à travailler sur la réduction des déchets, à travailler sur la pollution de l'air. C'est une loi qu'on peut amener ici, dont on peut faire la publicité ici. Voilà, ça c'est un vrai travail aussi du quotidien du député des Français de l'étranger. L'antisionisme et l'antisémitisme, c'est extrêmement important, mais il y a d'autres personnes avec qui on doit travailler sur ces sujets-là, et il y a d'autres sujets sur lesquels on doit travailler. Un sujet en particulier qui, moi, me tient à cœur, c'est la collaboration culturelle, les ponts culturels entre la France et Israël. Et il y a un autre sujet qui se détache un petit peu de celui-là, c'est pour les franco-israéliens la possibilité d'avoir un écho en termes de diplôme. Sur les autres pays de la circonscription, il n'y a pas forcément ce type de difficulté parce que l'Union européenne a uniformisé le système de diplôme. Est-ce que vous iriez au-devant des autorités israéliennes pour faire entendre votre voix sur les équivalences de diplômes pour les expats et les binationaux, et également sur la collaboration culturelle entre les instituts israéliens et les facultés françaises, les instituts français? Évidemment, c'est une évidence. Maintenant, je le ferai aussi avec une autre méthode. J'ai cet avantage, entre guillemets, de ne pas avoir de parti politique ici. On vit dans un pays, enfin, Israël est un pays qui est très, très politisé, où chacun choisit son camp, entre guillemets, et que même les directeurs d'université, même chaque député francophone à la Knesset vient d'un parti différent. Et donc, est-ce que vous parlez avec l'un ou vous parlez avec l'autre? Moi, je veux parler avec toutes les personnes en Israël qui sont pour justement accentuer cette collaboration et travailler sur ces diplômes francophones à la Knesset et dans les universités. C'est-à-dire que je parlerai notamment avec Émilie Moiti, je parlerai avec le député Tayeb. Monsieur Calfon n'est plus là, mais nous en avions déjà discuté à l'époque où j'étais au ministère de la Santé. Il m'avait sollicité sur le sujet parce que je l'avais vu très, très, très actif sur ce sujet-là. Je parlerai avec la directrice de l'université de Tel Aviv, de Bar-Ilan, les autres universités. Celle d'Ariel aussi. Je parlerai avec les universités parce que je pense que c'est extrêmement important et que l'avantage d'avoir un député de la majorité d'un pays, mais sans couleur politique, ici, vous permet de pouvoir parler avec tout le monde. Et c'est extrêmement important lorsque vous parlez sur ces sujets-là. Parce que lorsque vous avez une couleur politique ici, ben celui de l'autre ne vous parle pas. Et c'est exactement comme en France ou comme ailleurs, hein, l'opposition, la majorité, les partis politiques. Je n'ai pas cette couleur-là qui me permet de pouvoir parler avec tout le monde et d'avancer sur ces sujets-là. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi au ministère de la Santé. La plupart des problèmes de dossiers d'équivalence des diplômes concernent le ministère de la Santé. C'est quelque chose sur lequel nous avons commencé à avancer, mais malheureusement trop tard. J'ai pu revenir en Israël et parler avec le ministère en juillet 2021, donc on n'a pas pu assez avancer. Mais la balle est dans leur camp. À nous de les pousser à ce que la balle avance. Et pour ça, il faut parler à tout à chacun pour que ça avance. Une dernière question sur ce volet un petit peu culturel et éducation. Au cours des 20 dernières années, on a vu
on va dire peut-être les 10 dernières années pour être plus précis, on a vu une chute de l'enseignement français estampillé français, de l'excellence un petit peu de l'enseignement français, quand on sait que l'agence française à l'étranger, en termes d'éducation et en termes de pas mal de choses, a été à l'époque, et historiquement même pour le peuple juif, un phare de civilisation. Je pense à l'Alliance israélite, mais je pense à pas mal d'écoles françaises. Depuis 10 ans, on assiste à un déclin de ce pôle éducatif français, que ce soit collège, que ce soit lycée, ou que ce soit même dans les maternelles. Qu'est-ce qui explique que, alors que paradoxalement, hein, le côté américain, qui n'était pas du tout présent en Israël, augmente. Il y a beaucoup d'écoles américaines qui se font. Pourquoi ce déclin français dans l'enseignement à l'étranger, qu'on peut voir en Israël et qui est particulièrement significatif en Israël, mais qu'on voit un peu partout dans le monde? Alors, je ne parlerai pas de déclin, je parlerai de différentes problématiques. Certes, les budgets ont baissé, et là-dessus, il faut vraiment que l'on travaille. Mais les budgets n'ont pas baissé. Les budgets n'ont pas assez augmenté par rapport à la demande, réellement. La demande, elle augmente, parce qu'il y a de plus en plus de Français à l'étranger. Mais on est sur un pays qui est très particulier. Lorsqu'on regarde l'éducation en Israël, on se rend compte que majoritairement, les Français qui font leur alia veulent mettre leurs enfants dans des écoles israéliennes, parce qu'ils veulent une intégration à la société israélienne. Et donc, les demandes qui sont faites dans l'enseignement français arrivent soit plus tardivement dans l'âge de l'enfant, soit par une minorité d'expatriés dont l'école va être payée par les entreprises. Voilà. Et donc, ça explique quand même une réelle spécificité d'Israël sur ce sujet de l'éducation, où on se rend compte qu'en réalité, il y a eu plus d'offres à un moment que de demandes, et que paradoxalement, à Chagall, ou dans d'autres écoles qui sont des écoles qui sont d'enseignement français, mais qui ont aussi un enseignement un peu hybride avec une école juive, entre guillemets, là, il y a une explosion de la demande puisque ça ressemble à nos écoles françaises avant le départ. Sauf que ça ne rentre pas dans les mêmes budgets de l'enseignement, en réalité. Donc, c'est pour ça qu'on est sur un pays qui est très spécifique là-dessus. À l'inverse, lorsque vous prenez sur le reste de la circonscription, on va prendre l'exemple de l'Italie, le lycée Chateaubriand reste l'un des lycées d'excellence en Italie. Je dis même pas l'un, je pense que c'est le 2e ou 3e meilleur lycée d'Italie. Leur problème, il est très différent d'ici, c'est qu'ils ont beaucoup trop de demandes de français, puisque les parents partent souvent parce qu'ils sont binationaux ou parce qu'ils sont mariés avec un national, et donc ils veulent garder un enseignement français pour leurs enfants, pour qu'ils gardent le français. Et donc là, on est sur en fait une différence complètement inverse. Moi, je pense que sur l'éducation en Israël sur le français, ça doit passer, et là je reviens vers vous, à la francophonie. C'est-à-dire que l'on ne doit pas passer par des budgets d'écoles françaises, puisque ce n'est pas ce que les franco-israéliens veulent. Ils veulent qu'ils aillent dans des écoles israéliennes pour s'intégrer, mais qu'ils continuent à apprendre le français dans ces écoles-là. Et ça passe par la francophonie. Ça passe par des budgets d'éducation de la francophonie. Et sur ça, hélas, on est bloqué pour... Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut travailler là-dessus. C'est pour ça qu'il faut vraiment se battre pour rentrer dans la francophonie, parce que ces crédits-là, ils viendront de là. C'est une question parallèle qui dérive de la francophonie, mais elle va rejoindre un peu l'économie, le social. Emmanuel Macron a été un président particulier pour le Liban. Le Liban, aujourd'hui, c'est le principal problème sécuritaire de sécurité étrangère en Israël. L'attitude française au Liban, que ce soit sous des gouvernements socialistes, sous d'autres gouvernements, a toujours été ambivalente et très particulière. Aujourd'hui, il y a un changement au Liban. Est-ce que vous porterez la voix d'un nouvel accord d'Abraham, peut-être cette fois-ci plus francophone, avec notre dernière frontière israélienne en feu? Mais je pense très sincèrement que j'aurais même pas besoin de le faire. Très honnêtement, lorsque vous reprenez le discours d'Emmanuel Macron au Liban lors de son dernier passage, je pense qu'il a été plus que clair. Soit vous changez votre façon de mener votre politique, soit au revoir. Enfin, ça a été quand même très très clair. Donc, j'ai même pas besoin de le convaincre là-dessus. C'est déjà fait, il est déjà convaincu, il l'a déjà dit. Et est-ce que ça impliquera, c'est une question très tangible et très cash, est-ce que ça impliquera que la France, par la voix de la majorité, soutiendra la remise à l'index de l'aile politique du Hezbollah? Très honnêtement, voyons comment les choses vont avancer au Liban sur ce sujet-là.
Mais je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas une possibilité. Mais voyons aussi comment les Libanais avancent sur ce sujet-là. Ça ne peut pas venir ni que de la France, ni que d'Israël, ni que des accords. Voyons comment ils avancent sur ce sujet-là. Mais clairement, s'ils avancent dans le bon sens, je vois pas pourquoi. Vraiment, je vois pas pourquoi. Je m'avance peut-être, hein, et on verra comment cela avance, mais je vois pas pourquoi. Pourquoi il serait mis à l'index ou Non, pourquoi il ne on serait pas n'avancerait mis à l'index? Voilà. D'accord, dans ces deux sens. Ouais, ouais. Parce que ce qui est important, c'est, encore une fois, au-delà des discours, on a reproché ça au président Macron, c'est finalement d'avoir de grandes déclarations et finalement, on est parfois en attente de son application. Vous savez, les applications, elles viennent pas souvent des gens qui le disent, hein. C'est possible, mais il n'empêche, vous êtes au fait, et il est indéniable que, en tous les cas, après cette émission, que vous avez cette combativité incroyable et que vous avez, en tous les cas, cet engagement, bien sûr, pour la 8e circonscription dans son ensemble, mais que vous avez un attachement particulier pour Israël. C'est indéniable, sauf que quelque chose qui reste quand même un petit peu dans l'esprit des franco-israéliens, c'est le doigt sur la couture. Alors, moi, je vais vous répondre parce que je sais exactement où vous allez finir. Vous avez goûté à 10 ans d'opposition, goûté à la majorité, et vous verrez le résultat. Donc, comme on dit aux enfants, tant qu'on n'a pas goûté, on ne peut pas en connaître le goût. En tous les cas, c'est un plaisir de rencontrer une personne, et c'est pour ça que tout à l'heure, je tenais autant à dire Déborah Abisror de l'IM, parce que c'est une histoire qui remonte loin, qui a connu la souffrance, la douleur de l'Inquisition, mais qui a aussi su finalement tirer son épingle du jeu. Connu la Shoah aussi. Et reconnaître que le combat ne s'est pas arrêté il y a quelques années, mais qui continue en tous les cas. Exactement. Pour vous. Je voudrais, au nom de la chaîne, et puis avec l'ami Benjamin, toute l'attitude, vous remercier pour votre sincérité, votre franchise, et puis pas mal de courage. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, une Tandem TV avec Déborah Abisror de l'IM. Ce fut un échange sincère, concentré et très franc, et avec beaucoup de tonalité, tonifiant. Et puis une dernière précision, à ce jour, nous n'avons pas eu la possibilité d'avoir le candidat sortant à l'antenne. Une chose que nous regrettons et que nous espérons en tous les cas que les électeurs sauront finalement eux aussi débattre et voter du 10 au 15 juillet sur Internet. 10 au 15 juin sur Internet. 10 au 15 juin sur Internet, merci de me corriger. Elle est très concentrée. et puis, bien évidemment, aux urnes jusqu'au 19 juin. Je ne l'ai jamais. Merci. À bientôt sur Tandem.